Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, comme promis, on commence un nouveau chapitre sur la perpétuation des espèces. La perpétuation des espèces, on en a vu une partie en secondaire 1. On va faire un petit rappel d'ailleurs tout de suite après. Mais en secondaire 2, comme vous le savez, ça constitue la grosse partie de la sexualité. Euh, je suis un peu déçu de ne pas le faire en live avec vous parce que je pense que c'est un sujet qui est tellement important que ça nécessite une bonne prise en charge. Mais là, on ne peut pas la faire. Puis je me voyais mal non plus ne juste pas la faire du tout avec vous, parce que c'est un sujet qui est très, 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 très important. Donc, on va le faire par vidéo. Ça se peut très bien que vous ayez beaucoup de questions par rapport à ce sujet-là. Je vous invite donc à me les écrire sur Shobi ou sur le portail. Ça va rester confidentiel parce que je vous rappelle, quand vous écrivez sur Shobi, moi, quand j'envoie des choses à tous les élèves le voient, mais vous, quand vous me répondez directement, il y a seulement moi qui le vois. Donc, je vous invite fortement à m'écrire dès que vous avez le moindre petit questionnement, ou jusqu'à un très grand questionnement, là, mais le moindre petit questionnement que vous avez, interrogation, que vous n'êtes pas sûr de quelque chose, que vous éprouvez un malaise, que vous ne comprenez pas ce qui se passe, écrivez-moi votre question sur Showbie, puis j'essaie de vous répondre le plus vite possible. Ou sur le portail, là, mais j'essaie de vous répondre le plus vite possible. Parce que je pense que c'est, comme je le disais, c'est un sujet super important, mais qui est tellement méconnu à votre âge que vous avez l'impression de connaître plein d'affaires par rapport à ça, mais vous allez voir aujourd'hui, dans les prochains cours, dans les prochaines capsules, que vous en connaissez peut-être pas tant que ça. Puis même moi encore, j'apprends plein de choses par rapport à ça. À chaque fois que je crée mes cours, même si c'est la troisième ou quatrième fois que je donne ce cours-là dans ma carrière, à chaque fois que je recrée mon cours, j'apprends des nouvelles choses. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre par rapport à ça. Puis je vais essayer d'être le plus clair pour vous. OK? Mais comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui peut être un peu malaisant. Là, vous avez la chance de le vivre tout seul, dans le sens que vous allez le voir par vous-même. Vous n'allez pas être au milieu de 35 autres élèves qui essayent tous de comprendre puis de montrer qu'ils connaissent quelque chose, puis qui sont un peu gênés de le montrer ou qui essayent de montrer qu'ils savent des choses, puis finalement, ils savent rien, puis là, ça fait rire tout le monde. Donc, au moins, ça, vous n'aurez pas cette partie-là. Sauf que, malheureusement, vous n'aurez pas non plus la partie rétroaction très rapide. Mais comme je vous l'ai dit, écrivez-moi. Dès que vous avez une question, vous m'écrivez tout de suite pour que je puisse vous répondre le plus vite possible. Je ne veux pas que vous restez avec des questionnements, puis que vous partez avec des fausses conceptions. Donc, c'est pour ça que du moment que vous avez une petite question que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller poser la question à vos parents là, ou avec votre frère ou votre soeur, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vraiment correct. Mais si vous n'êtes pas à l'aise d'aller poser la question à vos parents ou à votre frère ou à votre soeur, écrivez-moi très rapidement pour que je puisse vous répondre. Alors, on commence. Donc, petit rappel, donc ça, c'est ce que vous avez vu l'année passée en secondaire 1. Donc, dans le monde du vivant, il y a deux façons de se reproduire. Donc, on a la reproduction asexuée et la reproduction sexuée. Quand on parle de la reproduction asexuée, ben, c'est une reproduction qui consiste à se reproduire de soi-même avec nous-mêmes. Il n'y a personne d'autre qui va être inclus dans la reproduction asexuée. Donc, ça va donner une copie de nous-mêmes. Et ça, il y a très peu d'organismes vivants qui font ça. La plupart du temps, c'est les bactéries. Un peu les plantes. Dans certains cas, les plantes peuvent le faire, mais habituellement, c'est les bactéries qui vont le faire. Sinon, l'autre type de reproduction, c'est la reproduction sexuée. Donc ça, c'est une reproduction qui consiste à avoir des cellules sexuelles, donc les gamètes, qu'on va voir dans les prochains temps, dans une prochaine capsule, et qui a une fécondation. Donc les deux gamètes, le spermatozoïde et l'ovule, se mélangent ensemble. Sinon, dans la reproduction sexuée animale, ben, il y a deux types de fécondation. Donc le fait que les ovules et les spermatozoïdes se mélangent, il y a deux façons de mélanger ça. Donc il y a la fécondation interne, donc c'est qu'il va y avoir un accouplement. Donc il va y avoir une relation sexuelle. Et donc, le mixte de l'ovule et du spermatozoïde va se faire à l'intérieur du corps de la femelle. Donc, comme chez les humains. Sinon, il y a la fécondation qui est externe. La fécondation externe, c'est qu'il n'y aura pas d'accouplement. Donc, les gamètes vont être expulsés du corps de la femelle et du mâle. Habituellement, c'est la femelle qui va aller déposer ses ovules en quelque part. Puis ensuite, le mâle va passer par-dessus et va déposer ses spermatozoïdes sur les ovules qui sont déjà présents. On va beaucoup voir ça chez les poissons. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu l'année passée, c'est un petit rappel. Et cette année, ben, nous, on va se concentrer beaucoup sur la reproduction sexuée avec fécondation interne chez l'humain. Okay? Donc on ne va pas aller voir les autres animaux. Vous pouvez comprendre que les mammifères, ça va tout se dérouler à peu près comme je vais vous le présenter pour l'humain, mais on n'ira pas voir ça chez les autres animaux, on va vraiment se concentrer sur l'humain, sur nous-mêmes. Donc, dans ce chapitre-là, on va parler des organes reproducteurs mâles-femelles, des gamètes, donc spermatozoïdes, ovules, de la fécondation, de la grossesse, du développement de l'humain. Donc, c'est quoi les stades de développement? Donc, du bébé, même du fœtus, jusqu'à la vieillesse et la mort. On va parler des ITSS, donc des infections transmises sexuellement et par le sang. Et finalement, on va parler des méthodes de contraception. Donc, on en a pour un bon bout. Là.
Avec ça, je pense qu'on en a à peu près jusqu'à la mi-mai. Je vous dis ça, là, on va être là pour un bon moment avec ça. Donc, dans cette capsule-ci d'aujourd'hui, on va commencer en parlant des organes reproducteurs. Mais avant de savoir c'est quoi les organes reproducteurs, il faut savoir c'est quoi un organe. Donc, un organe, c'est une partie d'un être vivant ayant une fonction précise pour lui permettre de vivre. Donc, le cœur, l'estomac, la peau. Oui, je vous apprends que la peau est un organe. Le cerveau, etc., etc. Donc, tout ça, ce sont des organes. Mais donc, quand on parle d'un organe reproducteur, c'est un organe qui est spécialisé dans la reproduction. Donc, dans le cas à nous, la reproduction, ça ne va pas nous servir à vivre, mais bien à ce que l'espèce survive. Parce que s'il n'y a pas de reproduction, si tous les humains arrêtent de se reproduire, ben, il n'y a plus d'humains. Donc, l'espèce va disparaître. Puis, comme on l'a vu l'année passée en Sonar 1, l'espèce veut toujours survivre. Elle fait tout pour survivre. Donc, elle se protège, elle se nourrit et elle se reproduit. Donc, dans ce cas-ci, donc, les organes reproducteurs vont servir à ce que l'espèce survive. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les organes reproducteurs femelles. Donc, on va voir c'est quoi l'anatomie interne et l'anatomie externe. Dans une prochaine capsule, celle de lundi prochain, ça va être les organes reproducteurs mâles. Alors, je tasse ma petite face. Donc, voici les organes reproducteurs externes chez la femme, donc les organes reproducteurs femelles. Ça, c'est ce qu'on retrouve à l'extérieur du corps, ce qu'on peut voir à l'extérieur du corps. Cette partie-là, donc l'anatomie externe, on l'appelle vulve. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce mot-là, la vulve. Beaucoup de personnes vont mélanger la vulve et le vagin, donc ils vont penser que c'est la même chose, mais non, c'est pas du tout la même chose. La vulve, c'est tout ça. Donc, tout ça ici, c'est la vulve. Toute cette petite partie-là, c'est ce qu'on appelle la vulve. Donc, je commence. Je vais garder cette diapo-là pour vous l'expliquer. Puis tout de suite après, vous allez voir, il y a une autre diapo qui va vous l'expliquer en mots. Donc, quand vous allez étudier par vous-même, vous allez pouvoir regarder ça. Mais moi, je vais me concentrer sur cette diapo-là aujourd'hui. Donc, on commence par la partie des grandes lèvres. Les grandes lèvres, là, c'est la partie ici qui est sur le contour. Au niveau de la couleur, va beaucoup ressembler à la peau de la fille ou de la femme qu'elle est. Donc, si la femme a une peau très blanche, mais ses grandes lèvres risquent d'être très blanches. Si elle a une peau plus noire, ses grandes lèvres risquent d'être noires. Donc, les grandes lèvres vont vraiment ressembler à de la peau, un peu plus bombée. Le but des grandes lèvres, c'est que quand on a les jambes fermées, quand on n'est pas dans un moment de reproduction non plus, donc quand on n'est pas excité sexuellement, ben, les grandes lèvres, excusez, j'ai perdu ma souris, les grandes lèvres viennent se refermer par-dessus, comme ça, les petites lèvres et l'entrée du vagin pour venir protéger l'entrée du vagin pour pas qu'il y ait de poussière, qu'il y ait de sable, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait des choses qui peuvent se rentrer à l'intérieur du vagin. Donc, ça vient refermer. Lorsqu'il va y avoir une excitation sexuelle, par contre, elles vont comme se décoller, se réouvrir, puis là, ça va venir donc permettre une pénétration. Ensuite, si on s'en va y voir maintenant les petites lèvres. Donc, les petites lèvres, c'est vraiment ici. Donc, les grandes lèvres, c'est sur le côté ici. Donc, les petites lèvres, c'est la partie plus petite qui est ici. Donc, les petites lèvres, c'est une membrane de peau, mais très, très mince. Et cette membrane de peau-là n'a pas nécessairement la même couleur que le reste de la vulve, que le reste de la personne. Donc, ça peut être dans les teintes de rose, ça peut être dans les teintes de un peu plus brun, d'un peu plus rougeâtre, d'un peu plus bourgogne. Donc, vraiment, les petites lèvres vont avoir une couleur plutôt pas nécessairement à ce qu'on pourrait s'attendre. Et les petites lèvres, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. Le rôle des petites lèvres, c'est le même but. Donc, c'est de venir se refermer par-dessus l'entrée du vagin pour venir protéger l'entrée du vagin. Ensuite, on a ici le clitoris. Et vous voyez à côté, on a aussi le clitoris qui est là. Je vais le sauter pour le moment, je vais y revenir. On a le méa urinaire. Donc, le méa urinaire, c'est un tout petit trou qui est ici. On l'a mis dans l'anatomie externe de la vulve parce qu'il est là, mais il ne fait pas partie du système reproducteur. Donc, ça le dit méa urinaire. Donc, urinaire, c'est pour l'urine. Méa, ça veut dire trou. Donc, c'est le trou de l'urine. Donc, c'est par là que l'urine va sortir. Donc, on a l'idée souvent que l'urine va sortir par le vagin aussi, mais c'est pas vrai. Donc, l'urine sort vraiment par un tout petit trou par-dessus l'entrée du vagin. Mais il est là, donc c'est pour ça qu'on en parle, mais ça ne fait pas partie de l'anatomie reproductrice. Ça ne sert pas à la reproduction de l'humain. Ensuite, on a l'hymen. L'hymen, c'est très difficile à voir. En fait, ils ne l'ont pas vraiment mis sur le dessin parce que c'est transparent. C'est une petite membrane transparente qui va venir comme aussi protéger l'entrée du vagin. Et cette hymen-là, c'est une toute petite membrane très très mince qui vient faire comme une genre de petite porte par-dessus l'entrée du vagin. Et l'hymen va souvent en fait disparaître à peu près au niveau de la puberté parce que dans le fond, c'est une porte. Ben, c'est une toile qui est là. Et du moment qu'il va y avoir une pénétration, donc que ce soit que par un pénis, que ce soit par un jouet sexuel, par des doigts, par un tampon,
donc il va déchirer, ou un effort physique. Donc une jeune fille qui serait super active physiquement, qui fait de la gymnastique, ou qui court, ou qui fait du cheval, ou peu importe le sport. Donc des sports avec contact, avec changement de vitesse, du basketball par exemple, pour faire ça, donc avec des changements de vitesse, ben, ça peut mener au déchirement de l'hymen. Officiellement, donc, l'hymen est là pour venir protéger avant la puberté l'entrée du vagin, pour être sûr qu'il n'y ait pas de maladie qui puisse se développer avant la puberté. Mais il est troué, donc il y a des petits trous à l'intérieur de l'hymen pour pouvoir laisser passer les premières menstruations quand elles vont arriver, parce que sinon ça ne pourrait pas couler. Donc il y a des petits trous pour laisser passer le sang, mais il va souvent donc déchirer dans ces moments-là autour de la puberté. Ce n'est pas du tout un gage d'être vierge ou non. Donc on a souvent entendu ça. Au Moyen Âge, beaucoup ils utilisaient l'hymen pour vérifier si la fille elle était vraiment vierge, parce que quand on avait un mariage, il fallait que la fille soit vierge, donc on allait vérifier si la fille avait encore son hymen. Si elle avait encore son hymen, ça voulait dire qu'elle était vierge, donc on pouvait la marier. Mais c'est pas du tout un gage de virginité, étant donné que, comme je vous l'ai dit, tout sport avec des gros changements de vitesse, des contacts, des chocs, peut venir au déchirement de l'hymen. Donc, c'est pas si important que ça. Dans le fond, quand on est enfant, oui, là, il va être important pour venir protéger, mais rendu adolescent, rendu à la puberté, c'est pas si important et il y a de fortes chances qu'il soit déchiré. S'il n'est pas déchiré lors de la première relation sexuelle, ça se peut que ça fasse un peu mal lors de la pénétration. Pourquoi? Parce que quand on va venir le déchirer, c'est une membrane de peau, donc c'est quand même c'est vivant, là. Donc ça se peut quand même que ça va saigner un petit peu. Quand on va déchirer, ça va faire un peu mal. Donc lors d'une première relation sexuelle, ça n'a pas été déchiré encore, ça se peut que ça fasse un peu mal. Mais après ça, du moment qu'il est déchiré, ça guérit très très vite et il n'y a plus de problème après. Donc du moment que l'hymen est déchiré, il n'est plus là, puis on n'en parle plus. Maintenant, dernier point ici, c'est le clitoris. Donc le clitoris, je vais aller à ma deuxième diapo ici. Le clitoris, je vous ai fait une diapo spéciale pour lui parce que longtemps, le clitoris a été très mal interprété et mal expliqué. Avant, on représentait le clitoris comme étant juste ça ici. Donc on disait que le clitoris, là, c'était une toute petite boule par-dessus le meilleur urinaire, par-dessus l'entrée du vagin, puis que ça servait à pas grand-chose. Okay? Donc on disait oui que c'était excitable, mais on disait pas grand-chose d'autre, que ça servait pas à grand-chose. Et ça fait 5-10 ans, là, mettons, que dans le monde de l'anatomie, on a compris que ça avait un impact, un rôle très important. Et on a découvert, ça fait quand même longtemps qu'on l'a découvert, mais dans le monde populaire, on pourrait dire, là, ça fait pas très longtemps que ça, on a découvert que le clitoris est beaucoup plus grand que juste le petit point qui est ici. Le clitoris, il fait tout ça. Donc, c'est comme si, je voulais vous le montrer sur l'écran, je ne peux pas vous le montrer, là, mais en fait, le clitoris, c'est comme s'il venait ici, à l'intérieur, donc sous les grandes lèvres, de chaque côté du vagin. Donc ça ici, là, les piliers qu'on appelle, ou les bulbes vestibulaires du clitoris, ils sont de chaque côté de l'entrée du vagin. Et il y a un gland, on appelle le gland, comme chez le pénis de l'homme, il y a un gland qui ressort à cet endroit-ci. Donc ici, ça c'est le gland du clitoris qui se ressort, mais à l'intérieur dans l'anatomie interne, donc juste sous les grandes lèvres et les petites lèvres, on a tout le reste du clitoris. Et le clitoris a un rôle super important. En fait, son seul rôle, c'est le plaisir. Et oui, le clitoris, c'est le seul organe du corps humain, tant chez les hommes que chez les femmes, qui ne sert qu'au plaisir. Mais le plaisir dans une relation sexuelle, c'est ultra important. À titre comparatif, là, le gland, le clitoris au complet a environ 8000 terminaisons nerveuses. Le gland chez le garçon a 6000 terminaisons nerveuses. Puis l'intérieur de votre paume de main en a 3000. Donc quand vous faites ça dans votre paume de main, vous le sentez quand même assez bien. À l'inverse de si vous venez faire ça sur votre bras ou si vous venez faire ça dans le milieu de votre dos, ça va un peu plus vous chatouiller dans le milieu de la main parce que votre main en a 3000 terminaisons nerveuses. Bien, le clitoris en a 8000, un peu plus que 8000. Donc il est très 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 nervosé, donc il est très 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 sensible et c'est ça qui va amener le plaisir chez la fille. Et le plaisir dans une relation sexuelle, je le répète, très important. Voilà. Avertissement, dans la prochaine diapo, il va y avoir une vidéo qui a été faite par Télé-Québec était jeune. Donc, c'est une vidéo qui est quand même gouvernementale, donc c'est fait dans un but éducatif. Ça a été fait par des experts, des sexologues. Il y a Julien Lacroix et Rosalie Vaillancourt qui ont participé à une panoplie de vidéos de Télé-Québec était jeune dans ce contexte-là. Et dans cette vidéo-là, donc c'est le but de la vidéo, c'est que c'est pour venir décomplexer le sujet de l'anatomie des vulves. Vous allez voir des vraies vulves. Donc, il va y avoir des vraies photos de différentes vulves. Si c'est quelque chose qui vous gêne, c'est normal. N'hésitez pas à passer la vidéo si vous n'êtes pas prêt encore à regarder ça. Demandez sinon de la visionner avec votre grand frère, votre grande sœur ou vos parents, si vous le souhaitez. Ça se peut aussi que ça vous gêne de le faire avec vos parents, c'est correct. Ou sinon, posez-moi toutes les questions que vous voulez avant d'être prêt à regarder la vidéo. Si vous vous sentez prêt, il n'y a pas de problème.
Donc, je vous ai mis deux petites vidéos, en fait. Il y a la première vidéo qui parle comme telle de l'anatomie de la vulve. Et la vidéo de gauche, elle, va être des personnes qui vont vous parler de la vulve, qui vont venir parler de leur expérience par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils pensaient que c'était quand ils étaient plus jeunes. Vous allez voir, même il y en a qui ne savent pas encore vraiment c'est quoi, même s'ils ont 17, 18, 19 ans. Là. Donc, c'est vraiment le but de décomplexifier tout ça pour que vous compreniez que toutes les vulves sont normales. Okay? Donc, c'est vraiment le but de cette vidéo-là. Mais je vous rappelle, si vous ne vous sentez pas prêt à voir ce genre de vidéo-là, c'est correct. Vous n'avez pas besoin de regarder la vidéo de gauche. La vidéo de droite est correcte. La vidéo de gauche, si vous ne vous sentez pas prêt, il n'y a pas de problème à ne pas la regarder tout de suite. Vous la regarderez un peu plus tard quand vous serez prêt, quand vous m'aurez posé des questions, quand vous aurez posé des questions à vos parents. Mais ce n'est pas obligatoire que vous la regardiez tout de suite. Ceux qui se sentent prêts, par contre, allez-y. Vous allez voir, c'est très bien fait. C'est 1 minute et demie. C'est pas choquant, c'est pas des images pornographiques. Donc, c'est vraiment des images anatomiques. Et le but, c'est vraiment de décomplexer tout ça. Donc, voilà. On ne les regardera pas, nous, ensemble. Je vais passer un peu plus vite. Vous prendrez le temps, vous, de les regarder par vous-même. Alors, ça, c'était les vidéos. Donc, comme je disais, là, vous commencez pas par celle-là si vous ne vous sentez pas prêt. Commencez par celle-ci. Si vous vous sentez prêt, par contre, allez-y, il n'y a pas de problème, regardez celle de gauche. Maintenant, l'anatomie interne. Donc, l'anatomie interne, c'est tout ce qui est vraiment à l'intérieur. L'anatomie interne, elle, va vraiment avoir un peu plus le but de reproduction. Donc, tantôt, ce qu'on voyait dans l'anatomie externe, c'était protection et plaisir. Dans l'anatomie interne, ça va vraiment être plus dans le but de reproduction comme tel. Donc, même chose que tantôt, vous allez après avoir une diapo avec les explications que moi je vais dire oralement. Donc, cette diapo-là, on ne la regardera pas vraiment ensemble. Mais c'est ça. Donc, moi, je vais me concentrer sur celle-ci. Donc, pardon. Anatomie interne. Donc, on a ici, la première chose qu'on va regarder dans l'anatomie interne, c'est le vagin. Donc, tantôt, quand je parlais qu'il y a plusieurs personnes qui se trompent entre vagin et vulve, donc la vulve, ce qu'on a vu, c'est tout ce qui est anatomie externe. L'anatomie interne, c'est pas tout le vagin non plus. Donc, c'est vraiment juste cette partie-ci, qui est le vagin ici. C'est un conduit qui est étroit, mais extensible, donc élastique. Ça mesure normalement entre 7 et 12 cm à peu près. Donc, c'est pas très, très, très long, là, 7 à 12 cm. C'est pas super long, mais c'est un peu extensible. Donc, ça va pouvoir prendre un peu plus d'espace lors d'une pénétration, par exemple. Donc, messieurs, je vous donne un petit hint là-dessus. Ça ne sert à rien d'avoir le plus gros pénis au monde. Si vous en avez un, c'est correct, mais dans le sens que les gars qui ont des pénis un peu plus petits, dites-vous pas comme ah non, mais là, je serais pas capable de donner du plaisir à ma blonde, mon pénis n'est pas assez grand. Je viens de vous montrer qu'un vagin, c'est pas si long que ça. C'est entre 7 et 12 cm. C'est pas très, très, très long. Là. Même des fois, un très gros pénis peut peut-être amener même à des douleurs chez la fille, étant donné que le vagin n'est pas si long que ça. Donc, c'est un conduit qui va servir donc de porte d'entrée, on pourrait dire, pour le pénis, pour orienter le pénis vers le bon endroit lors d'un accouplement. Je vous rappelle donc que quand je parle en ce moment, je parle vraiment dans le but d'avoir un bébé. Donc, je ne suis pas en train de parler de relations hétérosexuelles ou homosexuelles. Le but, c'est vraiment je suis en train de parler dans le but d'une conception de bébé, mais sinon, le vagin va aussi être l'endroit de n'importe quelle sorte de pénétration. Donc, le vagin. C'est très acide dans le sens qu'il y a un taux d'acidité qui est normal pour protéger tout le reste de l'intérieur de l'anatomie interne. Normalement, donc, ce qui pourrait arriver, c'est que ça pourrait tuer les spermatozoïdes. Et effectivement, il y a certains spermatozoïdes qui vont en mourir d'être dans cette acidité-là lorsqu'il va y avoir éjaculation. Mais à l'intérieur du spermatozoïde, dans le sperme, en fait, il y a un liquide aussi qui va être là pour venir un peu neutraliser cette acidité-là, pour rendre le vagin un peu moins acide, pour que les spermatozoïdes puissent survivre. Mais on va en reparler plus tard. Mais donc, le vagin a une acidité pour pouvoir protéger le reste de l'anatomie interne et c'est extensible pour pouvoir justement accueillir le pénis ou toute autre chose dans une pénétration. Ensuite, ici, on a l'utérus. L'utérus, c'est le muscle principal de l'anatomie interne. C'est le muscle à grosseur égale là, dans tout corps humain. C'est le muscle le plus fort. Donc, l'utérus, les filles, vous avez le muscle le plus fort à l'intérieur de vous. Donc, l'utérus, c'est l'endroit où le bébé va grandir. Donc, c'est le lieu de nidification, on pourrait dire. C'est comme le petit nid du bébé lorsqu'il va grandir. En fait, et c'est aussi, étant donné que c'est un muscle, c'est ça qui va peser, donc il va se contracter pour pouvoir faire sortir le bébé lors de l'accouchement. Donc, quand il y a des contractions, c'est l'utérus qui est en train de forcer pour pouvoir faire sortir le bébé. À l'intérieur de l'utérus, on a ce qu'on appelle ici l'endomètre, qui est la partie un peu plus rose pâle. L'endomètre, c'est la partie qui va grossir à tous les mois pour pouvoir devenir de plus en plus grand, pour pouvoir accueillir justement s'il y a un bébé qui va se produire, donc s'il y a eu un ovule fécondé. Et c'est une matière, c'est une muqueuse qui est faite de beaucoup de vaisseaux sanguins, donc c'est riche en vaisseaux sanguins, et ça grandit à tous les mois.
Et s'il n'y a pas eu de fécondation, donc s'il n'y a pas eu d'ovules avec des spermatozoïdes qui ont été mélangés, ben, l'endomètre va juste partir sous forme de menstruation. Donc les menstruations, c'est l'endomètre qui se défait. Et ça se passe à tous les mois. Donc l'endomètre, il se refait à tous les mois, à peu près, là, donc 28 à 32 jours, mettons. Là. Donc il se refait à tous les mois pour pouvoir accueillir un nouveau bébé. Donc voilà, ça c'est le but de l'endomètre. Puis comme il est riche en vaisseaux sanguins, mais il va pouvoir amener beaucoup de sang. Donc quand on parle de sang, on parle donc aussi de nutriments. Donc il va pouvoir amener beaucoup de nutriments qui va pouvoir donc aider à amener l'énergie pour pouvoir créer le bébé. Ensuite, ici, on a les ovaires. Donc, chaque côté, donc les filles, vous avez 2 ovaires. Les ovaires, c'est quoi? Ben, c'est la glande qui va former l'ovule. En gros, il y a plein d'autres choses à quoi ça sert. Ça sert aussi à faire des hormones féminines, comme l'estrogène et la progestérone. Mais le but principal, c'est de faire aussi les ovules, qui est la gamète femelle, pour pouvoir faire un bébé. Et finalement, on a ici la trompe de Fallope. De chaque côté, on a les trompes de Fallope. Fallope, parce que c'est M. Fallopé, un Italien qui a découvert ça en je ne sais pas quelle année. Mais donc, ça porte son nom. Donc, les trompes de Fallope, c'est le lieu, dans le fond, c'est le lieu où absolument il va y avoir la fécondation. Donc, le spermatozoïde va réussir à rencontrer l'ovule. Donc, c'est là que ça va se produire. Et c'est donc le corridor, on pourrait dire, qui va transporter l'ovule jusqu'à l'utérus. Et s'il n'a pas été fécondé, l'endomètre s'en va. Et si l'ovule a été fécondé, bien, ça va s'accrocher à l'endomètre. Et là, l'endomètre va pouvoir amener tous les nutriments qu'il faut au bébé. Donc ici, on a l'image. Donc ça, c'est comme vue de face coupée. Puis ici, on est comme plus vue de côté. Donc vous voyez ici. Pardon. Ici, on va avoir. Donc c'est ça, on a l'utérus qui est ici. Juste en dessous, on a la vessie. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi les filles ont plus souvent envie que les garçons. Parce qu'il y a l'utérus qui pousse constamment sur la vessie. Donc c'est sûr que c'est comme si je venais pousser sur un ballon. Là. Donc comme il y a quelque chose qui pousse de façon presque constante dans la vessie, les filles ont un peu plus souvent envie que les garçons. Puis en plus, leur vessie est un peu plus petite à cause de l'utérus. Donc, on a l'utérus. De chaque côté, on a nos ovaires avec les trompes de Fallope. On a le vagin. Et ensuite, ici, on a l'entrée du vagin avec la vulve. Et ici, on a le clitoris qui est un peu plus haut, mais qui s'en vient se mettre de chaque côté. Là, c'est un peu difficile à voir, mais qui s'en vient se mettre de chaque côté de l'entrée du vagin. C'est pour ça aussi, donc, durant la pénétration, à l'intérieur du vagin, la pénétration peut aussi amener une certaine excitation puis un certain plaisir chez la fille parce que de chaque côté du vagin, il y a le clitoris qui se fait étirer, qui se fait frotter par la pénétration. Donc, c'est pour ça que le clitoris amène un plaisir lors d'une stimulation externe, mais aussi lors d'une stimulation interne à cause qu'il est de chaque côté comme ça du vagin. Alors, voilà. Ah oui, il me reste un dernier truc, le col de l'utérus. Donc, le col de l'utérus ici, c'est ce qui fait la jonction entre le vagin et l'utérus. Et le col de l'utérus, ben, son but, en gros, c'est de venir fermer l'utérus quand il va y avoir un bébé qui va commencer à se produire pour être sûr que le bébé ne parte pas. Puis c'est pas mal tout. Puis c'est aussi pour éviter, lors d'une pénétration, que la chose qui pénètre à l'intérieur, que ce soit un pénis ou un jouet sexuel, qu'elle est trop loin puis qu'elle se rentre dans l'utérus. Il ne faudrait pas que ça se passe parce que ça pourrait devenir dangereux à ce moment-là. Donc le col de l'utérus, il est là pour... C'est ça, c'est vraiment une porte. Là. Le but, c'est de garder l'utérus intact. Et on a aussi 2 petites glandes qui sont moins importantes, c'est pour ça que j'en parle pas vraiment, mais je vais vous les mentionner quand même. Les glandes de Bartholin. Les glandes de Bartholin, lorsqu'il va y avoir une excitation sexuelle, les glandes de Bartholin vont produire les liquides vaginaux qui vont venir donc lubrifier l'intérieur du vagin puis l'extérieur, ben, donc la vulve, pour que la pénétration soit plus facile. Donc, ils créent un petit liquide de lubrifiant naturel pour venir faciliter la pénétration. Donc voilà, vous pourrez lire après si vous voulez. Et je vous ai mis une autre vidéo, celle-ci, par rapport au vagin. Celle-là, elle n'est pas gênante. Donc, je vous invite tout le monde à l'écouter celle-ci. Elle n'est pas gênante, celle-là. Puis ça va vous indiquer d'autres informations complémentaires à ce que je viens de vous dire par rapport au vagin. Alors, voilà. Bonne écoute. Ben, merci pour votre écoute. Puis je vous rappelle, super important, si vous avez quelconque question, vous me l'écrivez par FaceTime, par le portail ou par Shobi. Je veux avoir vos questions, que je puisse vous répondre. Je ne veux pas du tout que vous partez à la fin avec des questionnements qu'on ne vous a pas répondu puis que vous n'êtes pas sûr de quelque chose. Mon but, c'est vraiment que vous connaissez tout, que vous comprenez tout et que vous n'ayez pas de surprise plus tard. Donc, écrivez-moi vos questions. En fait, c'est un de vos devoirs. Là. Tout le monde, je vous demande à chacun, je veux presque de tout le monde là, qui va écouter la vidéo, je veux que vous m'écrivez au moins une question. Okay? Donc, c'est votre principal devoir. Tout le monde qui va avoir écouté la vidéo doit m'écrire une question. Okay? C'est sur Shobi. Peu importe la question, je veux au moins que vous m'écrivez une question. Alors, voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Bonne journée.